C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver et nous savons que vous êtes également très nombreux à l'écoute de cette émission à travers laquelle vous vivez et suivez donc en temps réel les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets et d'actualité. Parlant de l'actualité, ce matin, nous allons focaliser nos énergies vers Abuja où se tient depuis hier le sommet donc de la CEDEAO qui fête ses 40 années d'existence au cœur des débats. La question donc de la lutte contre le virus Ebola, également la problématique des élections dans les États membres et le terrorisme sont donc au cœur de ces débats. La question que nous nous posons ce matin, c'est d'avoir une idée sur la problématique des élections dites libres, transparentes et démocratiques dans la sous-région ouest africaine. Est-ce une réalité? C'est la grande question que nous nous posons et avec nos invités, vous allez devoir trouver beaucoup plus pour vous convaincre sur cette réalité, si on peut le dire ainsi. Et puis l'autre question qu'on se pose ce matin, 2015 est en train de tirer sa révérence et nous nous posons la question, à savoir ce qui a été fait dans tous les domaines. Aujourd'hui, jeudi 17 décembre 2015, nous focalisons nos énergies sur le domaine agricole. La première des questions est de savoir si les Togolais ont pu manger décemment. Leurs rations alimentaires ont-elles été équilibrées tout le long de l'année 2015? Qu'en est-il des programmes proposés par le gouvernement, financés à plusieurs milliards de francs CFA par les partenaires pour permettre aux Togolais de manger à leur faim? C'est la grande question qu'on se pose. Voilà donc les deux grands sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin. Mais avant, permettez que je vous j'envoie dans les colonnes des journaux parus dans les kiosques ce matin. Et nous avons juste deux. Il faut signaler que Manière Libérée, c'était depuis hier. Mais comme on n'a pas eu la chance de se voir hier, on se retrouve ce matin, on va en parler. Temps Nouveau qui, ce matin, écrit dans sa fenêtre, l'ATC demande une revue à la baisse des prix à la pompe. Et le titre, coût exagéré des produits pétroliers. Coalition entre les réseaux criminels, le journal écrit l'Arabie Saoudite et le Togo unis contre le terrorisme. Guichet unique pour le commerce extérieur, la phase aérienne opérationnelle à l'aéroport international de Lomé. Entre nous, le journal nous fait une révélation, en tout cas à vous les lecteurs d'aller découvrir le contenu. Une autorité couche avec une folle. Ça s'est passé où? En tout cas, je ne saurais le dire. Organisation d'élections crédibles et transparentes, le Togo veut une CENI technique. Et pour finir, le journal fait le bilan de la 10e foire internationale de Lomé et écrit exposants et visiteurs très satisfaits. Le Mania Libéré qui est également avec nous, qui titre donc qui s'intéresse également à la phase aérienne du guichet unique pour le commerce extérieur qui est lancé. Et à la une, on peut lire élection prochaine à la Fédération togolaise de football. Le nouveau président de la FTF sera connu le 13 février. Amadou Ouattara de la liste Transparence annonce les couleurs des candidatures. Écrit donc le journal de Abbas Issaka. Et je vous dis tout de suite, ou je vous annonce que demain, vendredi, comme d'habitude, nous serons là pour scruter ces agitations qui tournent autour de cette histoire d'élection à la Fédération togolaise de football. Quel profil pour un prochain président qui va redonner au football togolais ce que les crises lui ont confisqué? Lettre ouverte de Sir Adomayapor au président de la Cour suprême, à la une toujours de Manière Libérée, le droit entre la vie et la mort. Que celui d'entre nous qui aura rendu les lois esclaves de l'iniquité de ces jugements périsse sur l'heure, écrit l'auteur. Interview de Maître Paul Dodiapé, bon président national du CAR, qui le journal reprend donc une de ses citations, je cite aussi, si nous luttons chacun de son côté, nous mettrons encore 20 ans ou 30 ans sans avoir une partie du pouvoir. Et puis pour finir, le journal écrit, résultat de l'enquête du CROP, les députés togolais dans une crise de confiance indescriptible. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une de ces deux journaux parus dans les kiosques. Et c'est au prix de 250 francs CFA. Ceci étant, nous allons vous présenter tout de suite nos invités. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Salam alaikum. Alaikum salam. Et bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et puis, juste à votre côté, nous avons Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour. Vous dois dire également salam alaikum. Wa alaikum. Donc, je salue tous les auditeurs et auditrices de l'ensemble de Point 7, ainsi que
les téléspectateurs de E47. Et sans oublier les internautes. Je rappelle que cette émission est suivie à Palimé sur les ondes de radio VGK, à Necro sur les ondes de radio Lumière. Et puis pour permettre à tous les Togolais de la diaspora d'être donc ensemble avec nous et de vivre l'actualité de leur pays, nous avons 3 liens, le www.togovision.com, www.laverte.org et www.ebenradio.com. Et nous en profitons pour dire merci à Nicolas Lawson qui nous suit depuis la Côte d'Azur, en France bien sûr. Hier, il nous a quand même envoyé un message pour nous présenter ses vœux. Et donc, nous lui disons que nous sommes là. Tant que Dieu nous prête une longue vie, nous serons au service de la nation. Mais dans la vérité, surtout la vérité. C'est ça l'important. Léon Dourou, il est le rédacteur en chef du journal Le Patriote. Bonjour. Bonjour Audrey. Et voilà, la première question, déjà je reste avec Abbas Issaka en 1975, dans un but purement économique, quelques États membres, quelques États de l'Afrique, donc le côté ouest, se sont mis en commun pour créer la CEDEAO, y compris notre feu président, le général Nassime Eyadema. Aujourd'hui, 40 ans après, quel regard vous portez sur le fonctionnement de la CEDEAO? La CEDEAO, je pense que la CEDEAO a un peu évolué 40 ans après. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la situation sur le plan, comment dirais-je, circulation, la libre circulation des personnes et des biens, il y a un problème dans quelques pays. Bon. Vous en connaissez quelques-uns? C'est-à-dire que quand vous prenez la frontière, vous traversez, vous prenez au Togo, c'est-à-dire de Lomé à Saint-Cassé, vous n'allez pas voir les barrières policières et autres en désordre comme ça. Puisque j'ai eu à faire une enquête là-dessus où je devais faire le constat sur la liste de circulation des personnes seulement. Parce qu'il y a déjà une enquête qui a été faite sur la liste de circulation des biens. Mais ici, lorsque nous avons quitté Lomé jusqu'à Saint-Cassé, on a pris les bus de choses. On n'a pas constaté des postes de contrôle aussi anarchiques comme ça. Bon, il y a quelques de Lomé à Saint-Cassé, nous avons seulement vu deux postes. D'accord. Mais lorsque sur pratiquement 600 km². 600 km². Lorsque j'ai pris de Saint-Cassé à Ouaga, toujours en voiture, j'ai constaté qu'à chaque 10 km, il y a des postes de contrôle. Et cette pose de contrôle, il faut reconnaître que c'est des postes d'extorsion de fonds au niveau des policiers. Quoi? Extorsion de fonds. Parce qu'on vous dit contrôle, parce que les gens sont là, ils déposent leur passeport et tout. Pas leur passeport, c'est au chauffeur qu'on demande, vous descendez. Au lieu que quand le chauffeur s'arrête, que les agents se lèvent pour venir faire le contrôle, c'est plutôt le chauffeur qui se déplace vers les agents. Il donne l'argent et puis il revient, vous continuez. Ça, c'est le contrôle. C'est la libre circulation des personnes seulement que je fais. Donc, tout ceci là pour dire qu'au moins, le pays qui a respecté les consignes données pour la libre circulation des personnes, c'est seulement le Togo. Selon votre enquête. Et lorsque nous avons pris aussi vers le Ghana, à Plao jusqu'à Accra, c'est les mêmes postes de contrôle que nous allons voir. On a vu ça à chaque 25 km. Il y a des postes de contrôle et les policiers, bien les agents des forces de sécurité vous agacent aussi comme ça. Juste pour prendre les sous. Bon, très souvent même pour les personnes, très souvent quand vous êtes là et on vous arrête, le policier, l'agent qui s'accorde de vous demande est-ce que vous êtes Togolais ou bien Ghanéen, vous êtes étranger ou bien Ghanéen. Lorsque vous dites que vous êtes étranger ou bien vous êtes Togolais, on vous fait descendre et on vous demande votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous dites que vous n'avez pas de passeport, vous avez seulement la carte d'identité et vous dites non, ça ne passe pas, nous sommes dans la zone CEDEAO et qu'on ne peut pas, il faut le passeport. Et on leur explique que et la libre circulation des biens, ils disent non, que ça c'est le système CEDEAO, c'est à l'UEMOA que vous pouvez circuler avec la carte d'identité. Mais au niveau de la CEDEAO, c'est le passeport. Et j'ai été même objet de harcèlement par rapport à ça. Lorsque je revenais à la frontière d'Aplao, de l'autre côté du Ghana,
on m'a demandé ma carte d'identité, mon passeport, j'ai dit, j'ai pas de passeport, j'ai une carte d'identité. L'agent m'a obligé à lui présenter le passeport. J'ai dit, la libre circulation, on en fait quoi? Tout ça restait en anglais. Et il dit non. Et il m'a conduit vers le bureau, un autre bureau là, où il m'a présenté que voici les textes de la CEDEAO. Et c'est là, le passeport ou rien. Donc on a fait appliquer, même c'était très chaud la discussion. Finalement, c'est un de ses chefs qui m'a dit qui lui a dit de me laisser passer. Et je suis reparti. Mais quand sans payer. Non, ça, je n'ai pas payé. Je lui ai dit que j'étais journaliste. Par après, je lui ai présenté tout ça. Je n'ai pas payé. Mais quand je suis sorti de l'autre côté du Togo, c'était avec la carte, je suis passé sans problème. C'est de la même façon par rapport aux autres pays. C'est-à-dire quand tu viens de la Côte d'Ivoire, viens du Ghana ou de quelque part. Donc selon vous, 40 ans après, la libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas une réalité totale dans l'espace CEDEAO. Voilà. Ibrahim Acha, c'est vrai, selon vous, qu'est-ce qui a arrangé par rapport à la CEDEAO, qu'est-ce qui a arrangé le côté ouest africain sur les 40 ans? Non, et mon confrère venait de parler de la libre circulation des personnes et des biens. Et je pense que c'est un constat fait par certaines institutions de contrôle. Et même nous, journalistes, il y a parmi nous certains qui ont fait des trajets et par la route, bien évidemment. La mère expérience. Oui, la mère expérience pour constater que vraiment la libre circulation qu'on vante tant dans l'espace CEDEAO, ce n'est pas quand même une réalité. J'ai fait aussi le tronçon Lomé jusqu'à Olubo, c'est-à-dire la frontière est, en allant vers la Côte d'Ivoire jusqu'à la frontière avec Noé. Et vraiment, c'était la croix et la bannière. C'est vrai que quand vous quittez ici à Lomé, tout de suite, quand vous êtes à Plao, au poste de contrôle là-bas, c'est des tracasseries. On vous demande le passeport quand vous dites que donc, vous avez la carte d'identité. On vous soumet vraiment à un contrôle très strict et finalement, il faut glisser de l'argent avant que vous ne passiez. Je pense que ça, c'est une réalité. Il faudrait quand même que ceux qui sont en charge de la CEDEAO voient ce côté. Ils sont à Abuja actuellement. Oui, ils sont à Abuja, mais plusieurs fois, ça a été retiré. Et tout récemment, nous étions à Yamoussoukro, lors d'un sommet aussi de la CEDEAO. Bon, qu'est-ce qu'on s'était dit que la libre circulation, les chefs de l'État allaient y veiller, mais on constate que ce n'est pas encore le cas. Et quand nous revenons un peu là où je peux dire que la CEDEAO a essayé d'émerveiller, puisque vous savez que l'institution communautaire lutte véritablement contre le problème d'eau potable, et par le biais de sa banque, c'est-à-dire l'UEMOA, on essaie quand même de mettre en place des dispositifs pour assurer l'approvisionnement en eau potable à la population dans l'espace communautaire. Quand je prends aussi le cas de l'énergie, c'est-à-dire qu'avec l'électrification des villes, il y a quand même un système de déploiement quand même en tout cas du circuit électrique, et ça fait que au niveau même des frontières, vous voyez qu'il y a des interconnexions qui se passent, que ce soit au niveau de l'est du pays ou bien à l'ouest. Ça se fait, on a constaté cela dans certaines villes frontalières de notre pays. Et quand je prends le côté, disons, diplomatique pour faire, en tout cas, glisser automatiquement vers la politique, nous avons constaté qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un mécanisme pour pouvoir, en tout cas, décourager ceux qui sont enclins au coup d'État. Et vous savez, tout récemment, au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu le putsch perpétré par le général, le putsch avorté, il faut le préciser, par le général Diendéré, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions. La CEDEAO a pris des dispositions et cela a amené. Sauf que là, vous avez compris quand même que ça n'avait pas fait l'unanimité. Non, il y a eu un mécanisme. Ce qui a été intéressant, c'est qu'il a fallu que les chefs de l'État là se déplacent pour qu'on n'en assiste pas à un bain de sang. Sinon, l'allure que le putsch prenait, c'était vraiment une allure qui n'allait pas quand même assurer de beaux jours vraiment au pays des hommes intègres. Donc la CEDEAO a joué son rôle, même si la conclusion n'a pas fait l'unanimité, ça a permis quand même de faire baisser la tension un temps soit peu. Quand nous revenons un peu sur le plan agriculture, au niveau de la CEDEAO, il y a encore des mécanismes pour pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire dans l'espace communautaire, sauf que ces mécanismes ne sont pas en train de prendre, puisque je prends le projet PPAO qui doit s'occuper du transfert de technologie au niveau de ces pays membres, de sorte que
chaque pays puisse bénéficier de l'expertise de la technologie développée dans un pays et cette technologie qui a fait quand même avancer progressivement les choses au point de vue production céréalière et au point de vue production de la viande et aussi au niveau de la pêche. Donc ces projets pour le moment, c'est vrai que c'est un mécanisme de la CEDEAO et ils ont le mérite quand même de pouvoir réfléchir à cela, mais ça ne prend pas encore au niveau de tous les pays. Et quand on revient maintenant sur le plan culturel, et vous savez que dans l'espace CEDEAO, il y a la promotion des artistes et la CEDEAO fait beaucoup d'efforts pour pouvoir... Voilà, et dans le cadre de la CEDEAO, tout récemment, nous étions aussi avec la foire, vous savez que... Et ça partait aussi le saut de la CEDEAO. Donc, c'est dire que la CEDEAO se porte bien 40 ans après, ça se porte bien. Mais là, sauf que... vous parlez, permettez, si vous... Allez-y. Oui, sauf que les dirigeants, ceux qui sont actuellement en train de régenter, d'animer la vie politique et d'animer la vie de la CEDEAO, il y a parmi eux des gens, en tout cas, qui sont restés anachroniques, avec des comportements qui ne sont pas de nature à mener le développement dans l'espace. De précision, comportement anachronique. Anachronique pour dire que des gens rendent à compte courant, c'est des gens qui n'incarnent pas les vertus démocratiques, qui se disent démocrates mais ils ne sont pas démocrates dans leur comportement. C'est des gens qui sont prêts à massacrer l'opposition, c'est des gens qui emprisonnent anarchiquement les gens qui osent lever le ton, les gens qui osent critiquer leur façon de gérer. Je pense que c'est des dirigeants qui ne sont pas éclairés, parce qu'un dirigeant éclairé doit quand même tolérer, et comme on le dit, les critiques, doit accepter les critiques pour pouvoir revoir et ajuster sa politique. Mais quand il y a des gens qui ne veulent pas accepter les critiques, qui ne veulent pas comprendre ce que l'opposition dit, mais ces vertus à casser l'opposition, je pense que c'est des dirigeants anachroniques, des gens qu'il ne faut même pas, en tout cas, pour notre espace CEDEAO. De la CEDEAO. Bien évidemment. Léon, aujourd'hui, moi je vais parler avec vous sur le plan économique. Forcément, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la CEDEAO a répondu aux attentes de la sous-région sur le plan économique? Parce que tout à l'heure, Ibrahim a parlé de la foire qui a bien pris fin avec des exposants, tout et tout. Mais là, il y a un débat autour du franc CFA qui est mené sans succès. Oui, effectivement, ce débat, de toutes les façons, ne peut pas avoir de succès. Parce que, d'abord, il y a des barrières idéologiques notamment. Parce que au sein même de la CEDEAO, ce que nous devons souligner, c'est que nous avons les principaux dirigeants, notamment les chefs d'État, qui sont de bords divers. Donc, vous voyez certains qui sont peut-être plus ou moins communistes, certains qui sont socialistes, certains qui sont purement libéraux. Donc, ça fait déjà qu'au sein même de cette organisation, il y a tellement de divergences qu'on ne peut pas s'entendre sur une monnaie quelconque unique qu'il faille peut-être supprimer, conserver ou tout simplement... Améliorer peut-être. Bon, je ne dirais pas améliorer, mais je dirais décoloniser. Je dirais plutôt décoloniser. Ensuite, je vais parler de la barrière linguistique, qui est un frein également à l'essor économique des pays membres donc, de la CEDEAO. Parce que lorsque nous prenons par exemple les deux grands bords linguistiques, nous avons les francophones, nous avons les anglophones. Aujourd'hui, quand vous voyagez et que vous arrivez au Nigeria, il suffit que vous ne parliez pas français pour qu'on commence déjà à la frontière par vous arnaquer, par vous soutirer, par vous escroquer. Donc, il suffit que vous ne parliez pas français pour que tout de suite là, on commence par... J'en ai été victime. Ah oui, il y a juste peut-être moins de 2 mois, j'en ai été victime. Effectivement. Donc... J'ai été dépouillé de tous mes avoirs, j'ai été enfermé dans une sorte de conteneur pendant près de 2 heures de temps. Il a fallu quand même une dame. Et même lorsque vous parlez, par exemple, l'anglais, votre accent forcément vous trahit. Donc, ce qui fait que vous voyez $2 là-bas, mais on vous dit de payer $6. Soit vous payez, soit vous restez là-bas. Et si, par malheur, vous avez des marchandises, par exemple, nos frères et autres qui vont là-bas, mais c'est la croix et la bannière. J'en ai pour preuve que jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 50 ans que le Togo est indépendant, depuis plus de 50 ans que les Ibo et les... Je ne suis pas ethnocentriste, je ne veux pas parler mal d'eux, c'est juste un constat, que nos frères Ibo et Ndago sont implantés au Togo, installés au Togo. Il y en a même qui ont obtenu la nationalité de droit, enfin de fait, je veux dire, et de droit d'ailleurs. Donc, vous voyez que nos frères qui ont voulu se lancer dans la commercialisation des pièces détachées, par exemple, n'arrivent pas. Parce qu'il suffit seulement qu'ils arrivent au Nigeria, qu'ils achètent les pièces, qu'arrivés à la frontière, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas passer parce qu'on suppose que c'est un monopole que uniquement le Nigeria doit avoir dans la sous-région. Ce n'est qu'eux qui peuvent importer les pièces détachées du Royaume-Uni.
Ce n'est pas selon moi, mais c'est un constat patent que tout le monde regarde. Nous avons également, par exemple, des mécanismes qui ont été mis en place par la CEDEAO, mais qui ne sont pas assez vulgarisés, à mon avis. Lorsque je prends, par exemple, la BIDC, qui existe. Au sein de la BIDC, par exemple, il y a des mécanismes de garantie de financement pour l'essor économique des citoyens. Ces garanties de financement ne visent pas les États, mais visent plutôt les citoyens, mais demandent ou exigent la caution des États. Lorsque, par exemple, vous, Rodrigue, vous êtes là, vous voulez investir dans l'agriculture ou dans le transport, vous faites un projet qui doit au minimum valoir 50 millions, il faut le dire, ce n'est pas de petits projets de 500 000 francs. Donc 50 millions minimum. Vous faites le projet, votre projet est bien bâti, vous avez votre plan d'affaires, etc. Vous arrivez, vous allez au ministère des Affaires étrangères, ensuite au ministère de l'économie, des finances, puis vous avez l'appui également du ministère du Commerce, de votre pays d'abord. Parlant typiquement du Togo. Et arrivé à la BIDC, vous avez ce cutus-là, eux maintenant sont à même d'ordonner à leur banque, donc de vous financer ces fonds-là. Voilà des mécanismes, un des mécanismes donc, qui sont mis en place, qui est mis en place, mais n'ont pas d'idée sur son existence. Ils ne sont même pas informés. Les gens préfèrent encore se diriger vers les microfinances qui, entre guillemets, parfois exagèrent avec des taux d'intérêt de 12, 15, 17%. Voilà quelques exemples de barrières à l'essor même économique. Mais une chose d'autre à saluer, c'est l'intégration effective à travers, comme le confrère le disait, le passeport. Le passeport. Parce qu'il faut dire qu'il fut un temps où les passeports étaient tout simplement rejetés parce que ne présentant aucune garantie de sécurité. Avec la CEDEAO, nous avons eu un passeport biométrique. Et voilà, on en parlait d'ailleurs les semaines dernières sur un éventuel passeport qui sera africain, donc de l'Union africaine. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela participe également à l'intégration économique. D'autant plus qu'avec votre passeport, vous dépassez le cadre de l'UEMOA, qui vous autorise ou qui accepte les simples cartes d'identité, vous dépassez ce cadre-là, vous allez dans un cadre beaucoup plus grand, vous pouvez aller donc jusqu'au Nigeria, vous pouvez aller bien plus, parce que même quand vous allez au-delà du Nigeria, par exemple, même au Gabon, même quand vous allez dans l'espace CEMAC, par exemple, avec votre carte d'identité, votre passeport CEDEAO, vous avez des avantages. Vous avez des avantages certains, parce qu'il y a des accords de coopération qui existent entre la CEMAC, par exemple, et la CEDEAO. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, je crois que c'est autant d'éléments qui sont convaincants et qui prouvent à suffisance que la CEDEAO en a fait beaucoup. Malheureusement, nous ne constatons pas l'effectivité même de ces mécanismes-là qui ont été mis en place. Et là, je pense encore que ça dépend de la volonté politique. Ça dépend de la volonté politique parce qu'il appartient également au gouvernement. Lorsque vous êtes à un sommet, actuellement ils sont à Abuja. Hier d'ailleurs. Depuis hier, quand ils vont revenir, quelle sera la restitution qui sera faite? C'est là la question. Sur le plan national. Sur le plan national. La TVT va certainement nous balancer quelques images à l'éloge du chef de l'État. On va nous présenter certainement les audiences qu'il a pu accorder. L'éloge du chef de l'État. Du chef de l'État, bien sûr. Puisque c'est habituellement ce que nous constatons. Mais ils ne vont pas aller au fond pour nous expliquer exactement ce qui s'est réellement passé. Quelles sont les nouvelles décisions qui ont été prises? Qu'est-ce qui va changer désormais dans la vie quotidienne de la CEDEAO? Vous voyez? Or, c'est ça qui est important, c'est ça qui intéresse le citoyen lambda, c'est ça qui intéresse le citoyen de la CEDEAO, qui veut savoir désormais quel comportement il doit adopter vis-à-vis de son organisation pour en bénéficier largement. Très bien, on vous a assez compris. Voilà, Abbas Issaka, vous avez posé le problème de la libre circulation des personnes. Vous avez mené l'enquête. Je suis également témoin, pour ne pas dire victime, parce que j'ai été victime de cette situation très amère. Et quand je suis revenu, j'ai quand même tenu à restituer ça aux Togolais par le biais de ce que je sais faire, donc par le biais du micro. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous proposez à la CEDEAO pour que ce côté de la gouvernance soit amélioré? Est-ce que c'est à nous de leur proposer quelque chose? Nous sommes leaders d'opinion. Ils sont là en train de travailler, ils sont des responsables. Parce que ce problème en fait, la CEDEAO, c'est quoi? C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils ont dépassé le cadre économique. Ils ont commencé même par aller en politique. D'autant plus que dans leur texte, il y a un protocole additionnel qui dit que à 6 mois des élections, on ne peut pas procéder à la révision des constitutions. Donc. Et ils ont dépassé le cadre économique de l'espace économique, puisque vous avez vu qu'ils interviennent dans certaines situations par rapport au coup d'État et autres.
Donc, cette intégration, pour être plus complète, c'est que c'est la sensibilisation au niveau des forces, des agents de contrôle. Même si vous avez votre passeport en allant au Ghana, vous présentez le passeport, on vous prend 1000 francs ou 2000 francs pour dire que c'est l'argent du cachet. Où est-ce que c'est écrit dans le texte que... Ça, j'ai vécu ça sans mentir, je l'ai vécu au Bénin et ça m'a cassé la tête parce que et là qu'on dit jusqu'à ses mains, je ne vais pas dire que c'est de l'escroquerie, mais c'est pratiquement sur moins de 5 km, vous avez des postes de contrôle où quand vous montrez votre passeport, ils vous demandent si c'est ça, ils vont manger. Donc c'est 2000. Ouais, et si vous êtes au nombre de 20 dans le bus, chacun paye 2000. Vous n'avez pas de reçu. Non, il n'y a pas de reçu. L'argent entre dans leur poche. Voilà, il n'y a pas de reçu. C'est ça, il faut sensibiliser les agents ou bien mettre un système de contrôle. Plus efficace au niveau des agents, des agents là qui contrôlent nos pièces, pour permettre aux gens de circuler librement. Parce que quand vous prenez certaines situations, c'est que les agents aiment toujours être au niveau des frontières. Pourquoi ils aiment être au niveau des frontières? Parce que ça donne. Ils savent ce qu'il y a là-bas. Donc si on met des agents de contrôle au niveau de la CEDEAO, il y a un système de contrôle au niveau des frontières, au niveau des postes de contrôle et autres, ce système-là peut diminuer. Mais du moment où il n'y a aucun suivi, parce qu'on a infecté des agents pour dire qu'on personne ne les surveille, et aussi vont faire, ils sont là pour manger. Tu viens de le dire. On dit, est-ce que c'est le passeport que nous allons manger? Et vous avez écrit un article entre-temps pour dire que les policiers sont payés par le contribuable togolais et donc on ne doit rien leur donner. On ne doit rien leur donner. C'est ce que c'est le ministre de la Sécurité lui-même qui a dit ça. Mais du moment où il n'y a pas un contrôle strict et rigoureux sur cette question, eux vont faire ce qu'ils veulent faire. Donc selon vous, on doit revoir le système de contrôle. Le système de contrôle, parce que quand même il y a des femmes qui n'ont pas de pièce d'identité, on les laisse passer sans aucun truc. On dit bon, il faut mettre 500 francs avant de passer, traverser la frontière. Au Ghana ici, la condition c'est la même chose. Donc, les femmes donnent de l'argent avant de passer. Ceux-là qui n'ont pas de pièce d'identité donnent de l'argent avant de traverser la frontière. Donc, tout ceci là, il faudrait que ça soit contrôlé et qu'il y ait plus de sensibilisation au niveau de ces agents de contrôle dans les frontières. Également au niveau des populations, ça il faut le dire. Ouais, mais quand vous allez sensibiliser la population, on peut les sensibiliser maintenant. C'est les populations qui sont victimes de ces raquettes. C'est la population qui est usagée, qui utilise la voie, la frontière pour traverser, qui est responsable de raquettes. Donc c'est aux agents là de contrôle qu'il faut passer. Il n'est écrit nulle part que tu dois donner 500 bien 2000 francs avant de traverser la frontière, ou bien tu as un passeport, tu donnes 2000 francs parce que c'est ça l'argent du cachet qu'on a tapé. Le cachet là c'est pour l'État. L'argent que en principe le budget, la dotation annuelle. La dotation annuelle à chaque fois. Donc ça sert à ça. Ça sert à ça. C'est pas l'argent là on ne donne pas papier, lui prend son argent. Ibrahim, vous avez insisté un peu plus sur le côté politique. Vous avez parlé de ces chefs d'État qui sont adeptes à des comportements anachroniques. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous pensez que la CEDEAO devra faire pour amener ces chefs d'État anachroniques à la raison? Non, moi je pense que sur ce plan, je pense que ce qui pose problème en Afrique de façon générale, c'est l'envie de conserver le pouvoir. Il y a certains chefs d'État qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils prennent le pouvoir comme si c'était un héritage, si c'était un legs. Non, ils prennent le pouvoir comme si c'était un héritage, comme si c'était un legs. C'est ça qui crée des problèmes et c'est ça qui est source de tension. Et à terme, ça crée des réseaux terroristes. Parce que quand une personne prend le pouvoir, ne veut pas lâcher le pouvoir, s'accroche, crée des mécanismes pour décourager l'opposition et passe par tous les moyens pour étouffer toute voix discordante par rapport à sa politique. Je pense que ce n'est pas de manière à assurer la survie quand même au sein de cette communauté. Donc la CEDEAO doit penser maintenant à un mécanisme pour uniformiser, du moins au niveau des constitutions, faire de telle sorte qu'il y ait quand même des dispositions contraignantes et qui ne vont plus permettre aux gens de passer plus de 2 à 4 mandats en restant vraiment à la tête de leur pays. Parce que je me demande même quand les gens s'évertuent jusqu'à rester au pouvoir jusqu'à 40 ans, 20 ans, 30 ans, mais je me dis qu'est-ce qu'ils ont encore à donner?
Voilà, parce que non, il y a l'usure du pouvoir. Donc il faudrait quand même à un moment donné céder le pouvoir, laisser aussi les gens, parce que quand vous êtes dans un pays, vous n'êtes pas la seule personne que la providence divine a donné quand même l'intelligence. Il y a d'autres personnes qui sont très intelligentes. Donc il faudrait quand même, quand il y a changement à la tête de pouvoir, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vous avez suivi il y a le beaucoup film Caïman de Gondwana? Oui, et c'est vraiment un film vraiment qui peint et de façon vraiment assez bouffon là. Son fils a juste dit que lorsqu'il sera grand, il sera président. Le président l'a assimilé à un terroriste. Ouais, vous voyez, c'est ça. Quand on ne veut pas. 7 ans était en train de préparer un coup d'État. Et vous avez vu comment c'est un film qui illustre bien quand même la mentalité, la psychologie de ces dirigeants africains et ces bouffons là et qui pensent que vraiment s'approcher au pouvoir, il faut prendre des dispositions, voire au niveau même des constitutions, créer des mécanismes, mettre des dispositions pour qu'il n'y ait plus cette velléité de s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est ça aussi qui est source de tension et c'est ça qui crée aussi des problèmes. Quand vous voyez au niveau de la zone Afrique centrale des présidents qui sautent les verrous de la limitation des mandats, c'est pour pouvoir s'éterniser. Et vous voyez ce que ça donne, c'est des crises. C'est des crises. La CEDEAO, nous avons la chance quand même que c'est une zone très stable, c'est un peu plus pacifique, mais quand on pousse et on ne veut pas donner des libertés à cette population, à ce peuple, et on continue pas à narguer cette population, à terme, ce que ça va donner, vraiment, ça sera des situations incontrôlables. Donc, il faudrait que la CEDEAO commence par réfléchir sur ces mécanismes pour que la CEDEAO se porte toujours bien. Très, très bien. Alors, Léon, pour finir avec ce sujet, quelle CEDEAO envisagez-vous voir à partir de 2016? Ok, mes enfants, j'aimerais peut-être rectifier quelque chose d'abord. Ce n'est pas Caïman du Gondwana, c'est Crocodile du Bochanga. J'aimerais autant dire que la CEDEAO, contrairement à ce que vient de dire mon confrère, n'est pas du tout une zone stable. Depuis plus d'une dizaine d'années, ce n'est que des guerres, ce ne sont que des guerres, ce sont que des tensions, des foyers de tensions qui se créent un peu partout. Notre pays, gloire à Dieu, un exemple, c'est une bénédiction, mais la CEDEAO n'est pas du tout stable et actuellement ça craint que la situation s'empire. J'aimerais également dire que au nom de l'autodétermination des peuples, il serait impossible, voire en flagrante violation des droits de l'homme, que la CEDEAO décide pour un État. Que la CEDEAO décide que dans un État, il serait impossible, ou il est désormais interdit qu'un président fasse plus de 2 mandats. Parce que si le Togo, si les Togolais, si les citoyens togolais... Non, je pense que vous êtes en train de particulariser le débat, parce que l'idée que j'avançais, c'était dans le contexte de préserver la paix et assurer vraiment la tranquillité dans l'espace CEDEAO. Quand on fait partie d'une communauté, il y a des tests quand même que cette communauté essaie de mettre en place. Et quand vous acceptez volontairement faire partie de cette entité, permettez un peu d'eau à votre moulin. Il faut rappeler que quand on fait partie d'une organisation, il faut respecter tout ce qu'il y a comme organisation. On a failli poser le jalon et on nous a parlé d'une résistance de deux pays. Il faut avoir le courage de les citer, le Togo et la Gambie. Et ça voudra dire que c'est déjà un pas qui est posé parce que les chefs d'État sont conscients qu'avec déjà 2 mandats, on aura assez servi son pays. Et je pense que c'est la mauvaise manière. Au niveau des constitutions, c'est bien écrit dans presque tous ces pays. C'est ces présidents-là assoiffés de pouvoir qui sont venus et ils ont sauté les verrous. Sinon, c'est un mécanisme établi qui existait depuis. Très bien. Ok, je crois que comme cela se fait sous d'autres cieux, on peut prévoir des mécanismes pour sanctionner, pour suspendre, pour faire ceci, pour faire cela à des dirigeants qui se comporteraient mal. On peut également sanctionner le pays. Mais c'est là que ça devient grave. Mais on de la crédibilité des élections. Non, je ne suis pas encore dans la crédibilité des élections. Parce qu'il y a des dirigeants qui font des États démocratiques, qui transforment des États démocratiques en des États démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants voyous qui sont bien élus, avec la plus belle des manières, mais qui se comportent très mal. Vous voyez? Donc, ils transforment leur État en un État voyou au finish. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas, la CEDEAO ne peut pas, au nom à partir de ces faits-là, sanctionner tout un peuple. La CEDEAO va donc
mettre en place des mécanismes pour sanctionner individuellement les autorités, les personnes responsables qui se comporteraient mal. C'est en cela que je dis que la CEDEAO ne va pas ou ne devrait pas demander à ce que les mandats soient limités. La CEDEAO pourrait plutôt faire en sorte qu'on mette en place des mécanismes qui puissent faire peur à ceux qui voudraient s'éterniser au pouvoir. Vous voyez, il faut faire peur à l'individu. Parce que oui, mais justement, la souveraineté du peuple et la souveraineté de l'État. N'oublions pas la souveraineté de l'État. Aujourd'hui, n'oubliez pas que... Rodrigue, n'oubliez pas que aujourd'hui le Togo fait partie de la CEDEAO et le Togo a adhéré librement. Ça veut dire que le Togo peut également se retirer de la CEDEAO. Et se singulariser. Mais ça ne veut pas. Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Suisse est au cœur de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Ça n'a pas empêché la Suisse d'être un État très riche. Vous voyez? Très démocratique d'ailleurs. La Suisse ne se plie pas aux conditions ou aux impositions de l'Union européenne, mais tout le monde envie ce qui se passe en Suisse, où il n'y a même pas d'armée, où il n'y a que la police. Hein? Vous voyez? C'est autant de choses pour dire que nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons aller à Rome en passant par Cara et pas forcément prendre la mer. Donc, oui. Donc, on va finir ainsi, on comprend, mais il faut quand même comprendre une chose aussi, parce que pourquoi je pointais du doigt les élections, c'est un débat qui est mené actuellement sur le continent, surtout avec le récent score à la soviétique, remporté par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, pratiquement 80 quelques pourcents de voix sur un certain nombre considérable de candidats, ce n'est plus évident aujourd'hui. En tout cas, on va aller de l'autre côté rapidement. Ibrahim, la seule question va directement à vous, comme ça. Est-ce que les Togolais, en 2015, ont mangé suffisamment à leur faim? Bon, je pense que ma réponse serait un peu mitigée, parce que est-ce qu'il y a disponibilité quand même de la nourriture au Togo? C'est la question qu'on va se poser d'abord. Bon, il faut dire que... Vous avez souvenance que le ministre de l'Agriculture nous a dit, confirmé avoir vendu quand même des céréales au Ghana, ce qui voudra dire que le Togo en avait en abondance. Des surplus. Et quand il s'agit de mettre maintenant le maïs à la disposition de cette population, au moment où il y avait quand même rareté de ces céréales sur le marché, le ministre était impuissant. On n'a vu personne. Donc, vous voyez, il faut quand même, je pense qu'il faut cesser aussi, faire un distinguo entre le discours politique que tiennent nos autorités politiques et la réalité du terrain. Parce que quand vous prenez un technicien du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, vous lui demandez comment se porte l'agriculture togolaise, il vous dira que non, l'agriculture togolaise se porte très bien. Mais c'est qui est archi faux. Malgré tous les projets, le cas de Puniaza, voilà. Mais au même moment, si vous lui demandez combien de tonnes de maïs le Togo a produit, il sera incapable de dire. Il sera incapable aussi de vous dire. Il dit que tout le monde mange à sa faim. Et que l'agriculture se porte bien. Et c'est ça qui est vraiment très contrastant dans tout ce que nous remarquons dans notre pays. Prenez le cas, j'ai toujours parlé du Puniaza, ce projet ambitieux, négocié pour pouvoir amener le Togo vers le développement agricole. Mais ce projet, en tout cas, si vous faites une analyse beaucoup plus approfondie, vous constaterez que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ce que les partenaires ont voulu. Ce n'est pas ce que les concepteurs de ce projet ont voulu pour notre pays. Parce que si aujourd'hui, on se comporte, notre agriculture est comme une agriculture du médiéval, mais c'est triste. Nous sommes au XXIe siècle, on pratique notre agriculture au Togo comme si c'était des gens du Moyen-Âge. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, quand il ne pleut pas, le paysan togolais ne peut pas semer. Mais ça, c'est dépassé. Au Burkina, ce n'est pas ça. Au Burkina, ils ont des bassins de rétention d'eau. Et je dis bien les bassins de rétention d'eau, ce ne sont pas des bassins de type A. C'est des bassins de rétention d'eau où on pratique en même temps la pêche et on utilise en même temps l'eau pour irriguer. Ça fait que le paysan burkinabé n'attend pas qu'il pleuve avant qu'il ne sème. C'est pour ça qu'ils nous vendent les C'est ça aussi l'agriculture, c'est ça aussi la prévoyance, c'est ça aussi la vision. Quand vous êtes vraiment un dirigeant, il faut avoir de la vision. Quand je parle des semences améliorées, au Togo, c'est quand on récolte le maïs, qu'on conserve une partie pour que la saison prochaine, on utilise la partie conservée. C'est charançonné. Voilà. Et or, il y a des mécanismes maintenant. Au Ghana, ici à Sogakopé, ils ont une ferme céréalière où il y a des semences améliorées, les semences hybrides. Quand vous les utilisez et vous semez, quand vous plantez, à l'hectare, vous pouvez récolter jusqu'à 6 tonnes. Au Togo, aucun paysan, je vous dis, aucun paysan ne peut dire qu'il exploite, qu'il arrive à récolter
une tonne, autant pour moi, une tonne sur 1 hectare. C'est impossible au Togo. Mais au Ghana, ils arrivent à aller jusqu'à 3, 4, 5 tonnes. Au Burkina Faso, ils vont jusqu'à 8 tonnes. Parce que la culture est irriguée. Non, laissons les histoires d'engrais. L'engrais, c'est quoi? Quand il ne pleut pas, quand vous mettez l'engrais, il n'y aura pas d'alchimie pour faire pousser la plante. Il faut qu'il pleuve. C'est l'eau. Il faut maîtriser l'eau. Et c'est ça que le Togo doit... Je pense que c'est tout ce chantier que le Togo doit aller. En matière d'agriculture, il faut la maîtrise de l'eau. Ce qu'on a fait à Kovié. Niassa a prévu... C'est prévu. L'aménagement des bas, ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce que les gens ont mis leur ventre devant. Au moment où il fallait passer à l'étude d'impact et aller vers la construction de ces bassins, mais les gens visaient leur intérêt et tout le projet, le processus... C'est ça, le processus a été mis à l'eau. Et actuellement, il faut encore reprendre les études pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut aller vers... Avec d'autres fonds. Avec d'autres fonds, bien sûr. C'est ça. Abbas Issaka, est-ce que les Togolais ont bien mangé en 2015? Bien mangé. Oui. Poser la question même au Togolais. 2015, est-ce que toi-même tu as bien mangé? Non, moi c'est moi qui pose la question. Oui, je te repose cette question parce que vous allez voir que 2015 c'était une année de souffrance pour les Togolais et c'est pour cela que le chef de l'État dit qu'il place son troisième quinquennat sur le signe du social. C'est parce que lui-même il sait que les Togolais ne mangent pas à leur faim. Quel Togolais tu vas voir et il va te dire que je peux arriver à subvenir à mes besoins, c'est-à-dire à manger 3 fois par jour. Il n'y en a pas. Laissons ceux qui sont à Lomé. Allons vers l'intérieur du pays, vers Dapon, dans les campagnes de Trifon de la Sadé Saban. Vous allez voir que les gens souffrent beaucoup. Même à Lomé, les gens ne mangent pas leur faim. Les gens souffrent beaucoup. Laissez-moi continuer d'abord. Donc, ce problème-là, il ne faut pas dire que les gens ont mangé à leur faim ou bien non pas. Les gens n'ont pas mangé à leur faim. Voyez même la situation des fêtes qui s'approchent. Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a les fêtes de fin d'année qui sont... Non, on sent, puisque la musique... c'est la musique qu'on mange. C'est une musique marketing, c'est juste pour attirer les gens dans les boutiques. Les gens vont attirer les gens dans les boutiques. Vous allez rentrer dans les boutiques avec l'argent. Pour payer quoi? Donc, ils font un marketing qui ne trouve rien. Les gens ont fait la foire la dernière fois, ils disent qu'ils n'ont pas vendu. Il y a une foire commerciale qui est ouverte actuellement. Quand vous arrivez, les gens vont visiter, mais ils n'ont pas les moyens pour s'acheter quelque chose, même pour les enfants. Donc tout ceci là, c'est un problème sérieux et qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a dit, des fonctionnaires qui n'étaient pas bien payés et on vient de régulariser par un décret, d'officialiser ce qu'ils ont réclamé et autres. Je pense que à partir de 2016, le Togolais pourrait manger au moins 2 fois par jour parce que toute l'année 2015. Vous n'êtes pas sûr? Bon, dans tous les cas, c'est ce que je dis. Toute l'année 2015, tout le long de l'année 2015, le Togolais n'a pas bien mangé. Il n'a pas mangé à sa faim parce qu'il n'avait pas les moyens pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas les moyens. Il a tiré le diable par la queue. Quelqu'un a dit qu'on cherche le diable pour tirer sa queue. Donc tout le monde est affamé dans ce pays et le constat a été fait. Et le chef de l'État... Est-ce que vous n'êtes pas en train là de peindre en noir tous les efforts qui sont faits? On voit quand même les conteneurs qui atterrissent au Togo avec des tonnes de riz. On a la Chine qui nous envoie des tonnes de riz. On a également des poissons qui arrivent. Mais quand ça arrive là, à qui ça profite? On distribue ça gratuitement parce qu'il y a une mauvaise répartition des ressources du pays. Les populations ne bénéficient pas des ressources du pays. Le chef de l'État lui m'a dit qu'il y a une minorité qui mange. Les tonnes de riz là qui arrivent là. Est-ce que toi tu as trouvé? C'est pas que tu as avec ton argent pour aller ici. Est-ce qu'on est venu te donner, prends un cadeau? Nous avons la riziculture ici, qu'on a aménagé au niveau de Kovié et autres. On a irrigué les eaux pour permettre à ce que les Togolais puissent avoir au moins leur riz à leur niveau. Mais combien on vend ce riz là? Au niveau de Nangueto, il y a ce qu'on appelle les tilapias. On fait les trucs de l'élevage des tilapias. Mais est-ce que le Togolais sait qu'on fait l'élevage des tilapias? C'est la grande question. Ça, c'est les journalistes qui doivent informer. C'est pas l'État qui doit informer. C'est la dernière fois que j'ai entendu le ministre Agadazi dire qu'il y a un jeune qui élève les tilapias quelque part. Si on l'aidait, qui va l'aider? C'est le gouvernement qui va l'aider à pouvoir. Mais les citoyens aussi peuvent l'aider. Quel citoyen? On va l'aider avec quoi? Quel moyen? Tu viens de dire que la Chine nous envoie des riz et autres. La Chine vend du riz au Togo.
La Chine n'envoie pas gratuitement les riz au Togo. Et ce riz-là, c'est des commerçants privés qui vont chercher ça. Ce n'est pas l'État togolais qu'on vient donner. Donc c'est des achats faits par les commerçants privés et ils font leurs transactions et quand ça arrive la Chine... Donc en clair, les Togolais en 2015 n'ont pas mangé à leur faim. Les Togolais n'ont pas mangé à leur faim. Léon. Et jusqu'à présent, on est en train de constater, de faire le constat amer de la faim. Voilà. Constat amer à votre niveau également. Les Togolais n'ont pas mangé à leur faim. Effectivement, rien n'est à démontrer désormais que les Togolais n'ont pas mangé à leur faim. Vous voyez, il y a le FAO en 2004 qui a établi des statistiques. Et au Togo, en 2004, donc, on dénombrait 3 738 430 habitants qui constituaient la population agricole. En 2004, donc, ce qui représentait environ 57% de la population. Plus de la moitié. Plus de la moitié. L'alimentation, quand on parle d'alimentation, les sous-alimentés représentaient 17% en 2011. La nourriture disponible par jour, par kilocalories et par personne en 2011 était de 2366. Or, on a besoin environ de 7000 par jour. Ça ne fait même pas la moitié. Ça ne fait même pas encore la moitié, sinon presque le tiers environ. Donc, ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de dire qu'au Togo, les gens mangent à leur faim. Prenez un cas simple. Vous voyez, avant de parler de qualité, il faut parler de quantité. Au moins, il faut d'abord qu'on trouve à manger. On trouve ça où? Pendant que tout est cher sur le marché. Si tout est cher sur le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a fluctuation ou il y a spéculation. Et quand il y a fluctuation ou spéculation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la demande est plus grande que l'offre. Tout à fait. Donc, ce sont des choses simples que nous pouvons expliquer à tout le monde pour dire que ce qui se passe, ce n'est que du leurre. Sincèrement, ce n'est que du leurre. Alors, quand on parle de modernisation, par exemple, de l'agriculture, pour permettre justement à ce que tout le monde puisse manger à sa faim et bien. Parce qu'il faut aussi manger bien, justement. On peut manger à sa faim, mais ne pas manger bien. Et c'est le berry, c'est patati patata. Voilà, donc, on ne peut pas, à cette ère-là encore, aller donner des brouettes et des roues aux gens pour leur permettre de moderniser les agricultures. Moi, j'ai fait une étude en septembre dernier où j'étais allé dans le Grand Nord, jusqu'à Pendjal. Et j'étais surpris, en m'entretenant avec un agent de l'ITRA, de me rendre compte que le gouvernement, l'ITRA, l'Institut Togolais de Recherche Agronomique, donc, de me rendre compte que le gouvernement avait mis dans le cadre du PNIASA et du PPAO, je crois, des lignes de crédit aux agriculteurs, leur permettant de se faire financer, ensuite de rembourser une partie. Lorsque vous remboursez bien à partir de certaines échéances, on vous laisse maintenant le reste gratuitement. Donc vous payez plus. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des fonds perdus comme ça. Mais c'est bizarre que personne n'était au courant de cela. Mais comment on peut développer... Comment on peut aider quelqu'un si on ne lui apporte pas l'information? Mais l'information, c'est quoi? C'est le pouvoir. Nous détenons le quatrième pouvoir, notamment. Donc, il faut que la personne soit d'abord informée qu'il y a telle chose qui peut lui profiter. Vous voyez? Au même moment, des gens qui à côté, savent que cette ligne-là existe, ont fait en sorte que les populations qui s'étaient organisées arrivent. Vous voyez? Mais ils prennent le devant des choses sous le couvert de la population. Donc en réalité, les gens ne savent pas qu'à la fin, ils ne vont plus rembourser l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a encore de l'escroquerie. Tout à fait. Ça veut dire que c'est ces fonds-là qui vont rentrer, les populations vont commencer par payer, mais les gens, quelque part, vont prendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au finish que l'information n'est pas passée également. Et j'aimerais dire autre chose. J'ai un ami qui m'a dit, il n'y a pas 6 mois, que c'est comme ça. Lui, il était rentré chez lui dans le bassin. Il a constaté que les gens mangeaient bien. Ok. Mais le problème dans son bien manger, c'est que les gens mangeaient l'igname matin, midi et soir. Donc j'aimerais dire aussi que c'est dans cette même ligne que nos autorités restent. En venant dire que le Togo est autosuffisant alimentairement, pendant que le maïs coûte encore 400 francs, 500 francs sur le marché. On ne peut pas dire ça. Or, il n'y a pas 10 ans, on achetait le maïs à 175, 200 francs, 225 francs. Vous voyez? En 2005, lorsqu'il y a eu, entre guillemets, la famine, on se rappelle encore, on était encore dans le nord là-bas, où on était obligé d'aller faire des rangs de longs fils comme ça dans les agences de l'ANSAT. Aujourd'hui, le problème encore, il est là. Mais les gens en ont assez de toujours venir mendier. Les gens en ont assez. On ne peut pas dire que
le Togolais mange à sa faim. On ne peut pas dire que le Togolais mange à sa faim au vu de toutes ces raisons-là que les confrères ont soulevées et que je viens aussi de rajouter. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, que faire? Non, sur le plan agricole, je pense que c'est ce que nous avons dit. L'agriculture togolaise doit se moderniser et le ministre en charge de l'agriculture... On est déjà dans la modernisation. Tout à fait. Le ministre en charge de l'agriculture doit... je pense que le colonel Agadasi, nous n'avons rien contre ce monsieur. C'est un monsieur quand même rigoureux et c'est un monsieur qui veut... Très dynamique. Qui veut bien faire. Mais je vous assure que... Oui. Il veut bien faire. Mais son interface, ce qu'il a comme agent d'exécution, je pense que ne répond pas bien. Et il doit avoir le courage de le reconnaître. De le reconnaître d'abord et prendre des dispositions quand même qui sont les plus appropriées pour pouvoir amener quand même l'agriculture togolaise vers, en tout cas, les seuils que nous voulons. Quand je parlais de la maîtrise de l'eau, c'est prévu par... le PNIASA, dans le cadre du PADAT, il y a l'aménagement des bas-fonds. Et quand les partenaires ont mis l'accent sur ça, c'est parce qu'il faut maîtriser de l'eau pour pouvoir amener l'agriculture à se développer. Quand vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez pas. L'eau, c'est ça. On dit toujours l'eau, c'est la vie. Et quand je donnais l'exemple du Burkina, à l'hectare, on peut au Burkina Faso, à l'hectare, on peut récolter jusqu'à 6 à 8 tonnes. Au Togo, c'est impossible. 1 tonne même, c'est impossible au Togo. Les Burkinabés ne sont pas plus intelligents que nous. Nous pouvons aussi le faire dans notre pays. Vous savez que le Togo, c'est vraiment la zone la plus arrosée. On a la pluie abondamment, mais l'eau là, ça sert à quoi? Ça ne sert à l'inondation. Bon, en dehors de l'inondation, ça ne sert à rien. On n'a pas de mécanismes pour maîtriser l'eau et utiliser l'eau pour l'agriculture, pour autre chose. On n'a pas ce mécanisme. L'eau, vous voyez, même quand vous passez à Balpédo, il y a un bassin de rétention d'eau là-bas. Quand l'eau est là-bas, est-ce que ça fait quoi? Ça fait au moins 3 ou 4. Tout à fait, mais l'eau là, on l'utilise pour faire quoi? On ne fait rien avec. Mais au moins, si quelqu'un avait, en tout cas, de l'ingéniosité et allait créer une pisciculture là-bas, je pense que ça allait servir. Ou bien, si à côté, il y avait des jardins, il y avait des choses, on pouvait utiliser l'eau là pour faire ça. Mais ça dort là-bas, ça ne fait rien. Et quand la pluie cesse, c'est fini, ça tarie, c'est fini. Voilà, il faut avoir de l'intelligence, il faut mettre vraiment, remuer nos ménages pour faire développer ce pays. Je pense qu'il faut éviter quand même une agriculture bureaucratique. Je pense actuellement ce que nous faisons au Togo, c'est l'agriculture bureaucratique. C'est-à-dire que quand il y a un projet, on se réunit dans la salle, on dit on fait un séminaire, on fait un atelier, on fait quoi? Tous les noms possibles là, c'est juste pour pouvoir dilapider de l'argent, prendre des perdièmes, acheter des voitures et circuler, faire le point, circuler sur les rues, on met Paza, on met Pépé, on met quoi. Mais c'est du folklore, c'est un développement folklorique de l'agriculture. Il faut aller vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on le dit, aller sur le terrain, mettre en place des mécanismes pour que les choses évoluent. Je pense que c'est ça. C'est à ce prix que nous pouvons aller loin. Isaka, que faire pour permettre aux Togolais de bien manger en 2007? Que faire? Il faut mécaniser l'agriculture. Bon, le gouvernement... Mécaniser ou moderniser? Moderniser, oui. C'est ça, il y a le modernisme dans tout, oui. Parce que nous, on est déjà dans la mécanisation. On a au moins quelques engins. Qui dorment. Quand vous allez dans les directions, vous voyez les tracteurs qui dorment là-bas. Il paraît qu'il y a des gens qui ne savent même pas piloter cette tracteurs. Voilà. Mais il faut apprendre. Et on a acquis ça à des centaines de millions. On peut dire que ce sont des dons qu'on nous a fait, qui sont des cadeaux empoisonnés. Et le plus souvent, c'est des socles qui sont inadaptés à nos sols. Donc le problème, c'est que le gouvernement a déjà commencé par le faire avec les FNFI et les autres choses pour aider à faire de telle sorte que les agriculteurs puis les artisans puissent au moins vivre de leur truc pour que le Togolais sorte de la misère. Donc, en 2016, comme on le dit, le chef de l'État dit qu'il a passé ce mandat-là sous le mandat social. Donc, il faudrait que 2016, le Togolais ressente vraiment qu'il y a une répartition équitable des ressources du pays. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a une minorité qui est là, qui mange. Qu'on n'arrive pas à dynamiter. Qu'on n'arrive pas à dynamiter et que la majorité qui est là, qui vivote, n'arrive même pas à manger. De 2016, c'est le souhait que nous sommes en train de faire, que le budget qui sera adopté soit plus social
et qu'on modernise l'agriculture. Très bien. Et qu'on fasse tout pour que le Togolais puisse sortir de ça. Merci donc pour la fidélité d'écoute à vous toutes et à vous tous. Merci à nos invités, Ibrahim Acha, merci. Merci également à Abbas Issaka, merci à Léon Dourou, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et merci à tout le monde au niveau des médias partenaires, parce que j'avais parlé de la télévision Espoir 47, je parle de la radio VGK, la radio Lumière, et puis les sites web www.ebenradio.com, www.togovision.com, www.laverte.org. Retenez tout simplement que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, vous le faites pour vous, mais le bien est préféré car il vous garantit de meilleurs jours à Dieu sur la terre. Bien de choses chez vous. Restez fidèles au reste de nos programmes. Au revoir.